Bonjour, bienvenue dans Point de vue. Vous allez découvrir tout de suite en images les sujets qu'on a retenus dans l'actualité. Et d'abord ce coup de tonnerre dans l'automobile, l'arrestation de Carlos Ghosn hier au Japon. Alors que pensez-vous de la chute annoncée du patron de Renault-Nissan ? On ne connaît évidemment pas encore tous les tenants et les aboutissants du dossier, mais on comprend que pour Renault, rien ne sera sans doute plus comme avant. Alors cette affaire, elle tombe en plein mouvement des Gilets jaunes qui cèdent plutôt le pas aujourd'hui. Le gouvernement ne crie pas encore victoire, c'est sans doute trop tôt et ce serait surtout très maladroit. Cependant, a-t-il réussi à désamorcer la crise, du moins provisoirement ? On va en parler. La crise, elle couvre toujours chez les maires de France qui sont réunis cette semaine en congrès avec le sentiment pour beaucoup d'être pris en tenaille entre un pouvoir parisien qui les néglige et leurs administrés qui les sollicitent à tout bout de champ. Vous nous direz ce que vous en pensez. Enfin, un pilier de notre République est-il en passe d'être déstabilisé ? Le pilier, c'est la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État. La réformer pour l'adapter aux réalités des religions en France et évidemment d'abord de l'islam est-il nécessaire ? C'est évidemment un sujet de débat. Alors pour en parler, merci d'être avec nous Olivier Duhamel. Merci à vous de m'inviter. On ne présente plus aux internautes de Point de vue, mais quand même vous êtes juriste, politologue, animateur le samedi de l'émission Mediapolis sur Europe 1. Merci aussi d'être avec nous Éric Nolot, vous êtes journaliste, polémiste, animateur de plusieurs émissions à la télévision. Bien résumé. Emmanuel Rivière, bonjour. Bonjour. Directeur de l'Institut Cantar Public, vous êtes spécialiste de communication politique et vous enseignez à Sciences Po. Et enfin, pour compléter ce plateau, Alexis Brézé, directeur des rédactions du Figaro. Bonjour Marie-Amélie. Alors on commence tout de suite avec la page Carlos Ghosn à la tête de Renault qui est déjà en train de se tourner. Le tsunami est donc venu du Japon où il est en garde à vue. Il est soupçonné d'avoir minoré ses gains de 39 millions en 5 ans. Le conseil d'administration de Renault se réunit cet après-midi pour trouver une solution. Mais en fait, c'est bien tout l'avenir de l'alliance Renault-Nissan qui est en jeu. Et donc peut-être l'avenir de Renault à long terme. On va voir tout cela. Mais d'abord, on va écouter Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Il a un mot à la bouche, stabilité. On l'écoute. Notre priorité, comme l'a rappelé le président de la République, c'est la stabilité de Renault et la stabilité de l'alliance entre Renault et Nissan. Ensuite, il faut une gouvernance, bien entendu. Il faut une gouvernance intérimaire. Donc je recevrai dès ce matin l'administrateur de référence, Philippe Lagayette, les représentants de l'État au conseil d'administration de Renault, pour leur demander de mettre en place immédiatement une gouvernance intérimaire, puisqu'aujourd'hui, M. Ghosn est empêché de diriger l'entreprise. Éric Nolot, d'abord, est-ce que cette affaire, elle tombe pas très mal finalement ? Le patron du premier constructeur automobile qui tombe, pour vrai ou faux, on ne sait pas encore, des histoires financières en pleine affaire des Gilets jaunes ? Le symbole ? Oui, le symbole, oui, parce que je suppose qu'il y aura beaucoup moins de gilets jaunes que de gilets jaunes demain dans les rues, ça c'est certain. Il n'est pas très soutenu, ce n'est pas une personnalité très sympathique. Et surtout, on a l'impression que pour des mouvements anticapitalistes, par exemple, Noël tombe en novembre parce que c'était un tel symbole. Il a commencé chez Michelin comme tueur de coups. Ensuite, il a demandé quand même d'énormes sacrifices aux employés de Renault pour en faire la premier fabricant automobile. Et là, on s'aperçoit que malgré des émoluments qui sont quand même considérables, surtout vu depuis les yeux des Gilets jaunes précisément, il trouve encore le moyen. On peut parler au conditionnel, mais enfin, vraiment, si Nissan lui-même, enfin la boîte elle-même met en cause son patron de cette manière, je suppose que le dossier est assez solide. Et donc, quelqu'un qui a des émoluments pareils et auquel on reproche d'en avoir dissimulé la moitié et de s'être livré à des abus de biens sociaux assez considérables, oui, ça tombe vraiment très très mal. Et ça conforte l'idée d'une France d'en haut et d'une France d'en bas qui n'ont vraiment plus rien en commun. Et franchement, ça devient de plus en plus difficile de faire société si vraiment ce qu'on reproche à M. Ghosn est réel. Alexis, on sent effectivement que le gouvernement est un peu gêné avec cette affaire qui tombe mal, comme le rappelle Éric Nolot. Le côté, on veut à la fois pas lâcher trop vite Carlos Ghosn, mais en même temps... Dans cette affaire, Macron n'a pas de chance, parce qu'il avait mis en cause Carlos Ghosn, il s'était disputé... Enfin, il avait, à Bercy, quand il était ministre de l'économie, voilà, quand il était ministre de l'économie, c'était une énième histoire de rémunération himalayesque de Ghosn, et Macron avait estimé réussi à faire baisser de 20% la part du salaire variable. Ouais. Et donc, jusqu'à présent, il s'était plutôt affirmé dans une opposition à Ghosn, et puis là, il se trouve qu'il y a 15 jours, il s'est affiché à Maubeuge avec lui. Bon, ça tombe pas bien. Bon, après, c'est vrai que le symbole, il est quand même désastreux. Il y a quand même quelque chose d'absolument vertigineux de se dire que des gens qui gagnent autant d'argent, et c'est encore planqué, et de se dire quelqu'un qui, par ailleurs,
chefs d'entreprise absolument extraordinaires. On peut être un sale bonhomme et un très grand chef d'entreprise. dire... Et apparemment, il a réussi à bâtir quelque chose d'extraordinaire, mais qui met en danger tout ça pour quelques millions de plus, alors qu'il en attend. Mais c'est sans doute qu'il ne faut pas avoir ces millions pour se poser ces questions-là. Alors, Olivier Duhamel, sans trahir la présomption d'innocence, à laquelle vous êtes sans doute très attaché, c'est quoi? C'est un sentiment d'impunité, toujours? Moi, je ne comprenais pas comment c'était possible, un truc pareil, quand vous gagnez 3 millions d'euros par semaine. 3 millions d'euros par semaine, comment vous pouvez encore en chercher? Alors, j'ai été regarder du côté des philosophes et j'ai trouvé l'explication chez un philosophe de droite. Plus t'as de pognon, moins t'as de principes. L'oseille, c'est la gangrène de l'âme. Quel est l'auteur de cette... Jérôme Rivière, sur ce côté quand même malvenu, et Emmanuel, pardon, décidément. Hélas. Oui, le côté, ce qu'on rappelle tous, ça tombe mal. Oui, ça tombe mal. Parce que, effectivement, comme ça a été rappelé, on est dans un contexte où il y a un tout petit peu de tension sur les questions fiscales, qui vient de s'ajouter à une tension qu'on avait mesurée d'ailleurs cet été dans une enquête sur les inégalités ressenties. C'était frappant de voir que, plus encore que l'inégalité entre les riches et les pauvres, les gens ressentaient une inégalité et des conflits entre les dirigeants et en gros les gens normaux. Et là, c'est pour ça que ça pose problème, d'ailleurs, pas simplement à la stabilité de Renault. On comprend que Bruno Le Maire prenne cette clé d'entrée pour montrer que le gouvernement réagit. Quelque part, ça pose la question aux gens de qui sont ces gens qui nous dirigent, pour les raisons que vous venez d'évoquer. Ils vivent vraiment dans un monde totalement différent. Et c'est là où ça devient plus dangereux, je pense, qu'autrefois, parce qu'il y a aussi une porosité entre les différents publics. Il y a différents publics qui sont touchés et concernés par ça et qui s'expriment. Les citoyens français, choqués, éventuellement les clients, ce qui n'est pas une petite affaire dans une industrie automobile qui est un peu marquée par quelques affaires, et les salariés de Renault qui ont été les premiers à s'exprimer de manière plus ou moins spontanée pour dire aussi leur indignation. Donc il y a aussi un enjeu de management derrière ces transformations importantes que rappelait Alexis Brézé. S'il y a la dimension de l'éthique qui est très attaquée, tout le reste est fragilisé. Alexis, là encore, on ne connaît pas l'enquête précisément, mais on se dit aussi que les Japonais et Nissan ont peut-être intérêt à écarter Carlos Ghosn dans une période où finalement il a sauvé Nissan et maintenant on n'a plus besoin de lui. En tout cas, quand on pense que depuis des années on se racontait qu'il y avait une très grande réussite qui était cette fameuse alliance dont on pensait qu'elle reposait sur Carlos Ghosn et les liens que Carlos Ghosn avait réussi à tisser personnellement avec le management japonais, là, on se dit que ces liens, ils n'ont pas été finalement... Peut-être qu'on s'est trompé du tout, et parce que cette affaire... Il y a une forme d'aveuglement elle n'éclate pas. Non, mais il faut bien voir qu'elle n'éclate. C'est un dossier qui est instruit par la direction générale. C'est-à-dire que tous les collaborateurs de Ghosn, qui depuis des mois sont censés être ses fidèles et le soutenir, etc., sans doute depuis un certain temps, instruisent cette accusation, la signalent à la police pour le jour où ça éclate, pouvoir dire c'est plus possible, etc. Donc ça veut dire que ça fait longtemps que ça couve et qu'il n'a rien vu. Et maintenant, du coup, est-ce que cette fameuse alliance, dans ces conditions-là, dans quelles conditions peut-elle durer? Alors, Renault a 44% du capital de Nissan, donc ça ne se défait pas d'un clin d'œil. Mais en tout cas, les liens managériaux entre d'un côté les Japonais et de l'autre côté les Français, on ne les sent pas bien. Là. Il y a deux choses. Ça rappelle un peu l'affaire DSK, parce que lui, c'est à la descente d'un avion et lui, c'était à l'entrée d'un avion. Mais tout de suite, on a un peu... opté pour la théorie du complot en disant mais est-ce que j'ai pas été clair. C'est pas parce que quelque chose est utilisé que c'est faux. Rappelez-vous l'histoire Fillon, on disait ça a été utilisé, c'est vrai. L'un n'exclut pas l'autre. Je dis pas du tout. À aucun moment je ne dis qu'ils ont inventé des choses. Mais moi je crois dis juste que ça fait un moment qu'ils y travaillent. Ça révèle une différence culturelle majeure entre la France et le Japon. C'est qu'au Japon, il y a des choses qui en France sont un peu tolérées. Et je crois. Quand le patron de la SNCF du Japon organise une conférence de presse pour s'excuser qu'un train soit parti 5 secondes avant l'heure en disant que c'est une honte nationale, je crois qu'il y a des formes d'éthique dans le patronat japonais dont on est très éloigné dans un pays latin. Moi, ce qu'on m'explique, mais je découvre un peu cette affaire, c'est que notamment sur la question des frais professionnels, au contraire, les Japonais ont quelque chose de très élastique. Et qu'on peut... Là, c'est pas les frais, on parle d'achat de terre, c'est plus ça au conditionnel. Je ne suis pas en train de le défendre. Je dis juste que
la question du point d'honneur de la paire de face asiatique ou japonaise n'est pas exactement la même chose que la question du juridique. Et on dit qu'il y a dans les législations japonaises toute une série de choses qui aujourd'hui ne seraient pas autorisées en France, par exemple. Ça prouve juste la pertinence de ma théorie des zones de cerveau disponibles, et que quelqu'un qui peut apparaître comme extrêmement intelligent et avoir les bonnes zones pour créer un truc incroyable comme Renault-Nissan peut être débile au point, encore plus s'il est fragile. Parce que s'il est fragile, il le sait, il est fragile. C'est impossible qu'on ne va pas le louper qu'il y a une difficulté. Alors, soit il ne le sait pas, et ça fait une zone de plus qui manque, soit il le sait, mais il se surestime tellement qu'il n'arrête pas, et c'est la zone d'à côté qui manque. Ou alors, la toute-puissance fait croire que tout est permis. Voilà, je crois qu'à un moment... c'est ça la connerie. C'est la connerie. C'est une forme de bêtise, en fait. Ouais. Ce qui sera probablement la clé de lecture qui s'imposera, et je me demande si on ne peut pas spéculer sur l'interprétation que vous faisiez, c'est-à-dire que peut-être beaucoup de Français vont se dire c'est arrivé au Japon parce que ici, on ne fait pas ce genre de choses aux puissants quand ils trichent. Et ça peut être une clé de lecture qui finisse aussi par se surajouter. Il n'y a pas beaucoup... D'abord, je ne sais pas s'il y a un seul patron français qui touche les sommes que touchait Carlos Ghosn. Deuxièmement, malgré ce que dit mon philosophe, l'oseille, c'est la gangrène de l'âme, tous ne sont pas gangrénés. Ah bah non, évidemment. Mais est-ce qu'il n'y avait pas, parce que déjà des petites pistes de Emmanuel Macron, quand effectivement, vous le rappeliez, Alexis, 2 ou 3 ans, avait commencé un petit peu à taper du poing sur la table en disant ça va, c'est trop fort. Il avait aussi dit à Carlos Ghosn, préparez votre succession. Bertie Bayard le rappelle, enfin, dans un papier publié demain. Il avait dit faut commencer à réfléchir à l'après-Ghosn et tout ça, et qu'il n'avait pas été très entendu à l'époque. Il a un second, une bonne intuition. Chez Renault, dont j'ai oublié le prénom, qui s'appelle Bolloré, mais qui n'a rien à voir avec Claude Bolloré. Et puis il avait un bras droit au Japon, qui est l'homme qui a porté l'affaire contre lui. Bon, donc déjà, il y en a un second. C'est pas un second. Le premier, aujourd'hui, le plus probable, c'est que ce soit le premier qui, en tout cas, à titre provisoire, prenne l'intérim. Après, c'est le conseil d'administration qui décidera. Si tout ça va plus loin, et ça a l'air bien. Une mauvaise nouvelle pour l'industrie française, quoi. C'est une mauvaise nouvelle. Parce que pendant ce temps-là, l'action Renault plonge. C'est quand même catastrophique. Au-delà, il y a d'abord la question symbolique, tout ce qu'on dit en ce moment sur le climat, etc. Et puis il y a la question sur la réussite de la France dans le monde. C'était une réussite emblématique. Il a extraordinairement réussi. C'était dans les choux, Renault. Donc c'est malheureux, c'est très malheureux. Quelques réactions sur ce sujet. D'abord, à la question peut-il rester à la tête de Renault ? Vous êtes 79% à dire que non, c'est pas possible. Antimac nous dit « Je ne sais pas s'il peut rester, mais je suis un peu déçu de voir un dirigeant aussi emblématique et talentueux mis en cause. » Donc ça rejoint tout ce qu'on vient de dire. Babino nous dit aussi l'idée de ruissellement par le haut de Macron ne semble pas fonctionner finalement. Il y a sans doute une part d'ironie. Nicole nous dit on sait aussi que les Japonais n'aiment pas voir des étrangers diriger leurs entreprises. Et il était idolâtré là-bas. Oui, il avait été porté au nu comme vraiment le. Oui. Et Dominique qui ajoute reconnaissons le grand professionnalisme de cet homme qui a fait de Renault ce qu'il est aujourd'hui. On aura sans doute l'occasion de reparler de tout cela. Alors les gilets jaunes maintenant, c'est un double visage peut-être que montre le gouvernement aujourd'hui. Celui de la fermeté de Christophe Castaner qui fait lever les blocages et celui de Jean-Yves Le Drian qui met en garde contre une transition écologique qui serait trop brutale pour les Français modestes. On va d'abord écouter Christophe Castaner, il était ce matin sur France 2. Aujourd'hui, on voit bien qu'on a une dérive totale d'une manifestation qui, pour l'essentiel, était bon enfant samedi, et d'ailleurs que nous avons laissé se dérouler le mieux possible en mobilisant énormément de forces de l'ordre pour les protéger, les manifestants. Et pourtant, vous avez vu qu'il y a un très, très grand nombre de blessés, d'ailleurs, y compris sur nos forces de l'ordre, mais on y reviendra si vous le souhaitez. Ouais. Et aujourd'hui, on voit qu'on a une radicalisation avec des revendications qui ne sont plus cohérentes et qui vont dans tous les sens. Alors, d'un côté, la dérive que dénonce Christophe Castaner. De l'autre, je vous le disais, Jean-Yves Le Drian qui parle, lui, de souffrance qui doit être davantage entendue. On l'écoute également. Il y a une souffrance qui s'est exprimée dans le mouvement des Gilets jaunes. C'est une souffrance qu'il faut entendre, qu'il faut comprendre, qu'il faut respecter. Il faut aboutir à cette transition écologique, il faut la mener en œuvre, mais il faut faire attention en permanence à ce que ce ne soit pas au détriment de certaines catégories sociales. C'est la première des inégalités. Alors, avant de parler d'éventuelles divergences de vues au sein du gouvernement, déjà une question, Éric Nolot. Finalement,
c'est relativement bien joué pour le gouvernement jusqu'à présent. Après le week-end où c'était quand même assez agité, 280 à 300 000 personnes dehors, des gilets jaunes, des blocages un peu partout, un mouvement approuvé par les 3/4 des Français. Aujourd'hui, ça se calme. Bien joué. Oui et non, parce que le fait que M. Le Drian s'exprime sur les affaires intérieures, ça prouve qu'il y a une certaine fébrilité. C'est-à-dire qu'on envoie les personnalités qui ont comme ça une hauteur de vue, une autorité qui est reconnue par une majorité de Français pour essayer d'éteindre l'incendie. Autre mauvais signe, je trouve qu'ils utilisent vraiment une batterie d'arguments un peu tous azimuts. Ça devient un peu le concours Lépine. Oui, attention, parce que les gendarmes et les policiers, pendant qu'ils surveillent les gilets jaunes, ils ne sont pas en train de combattre le terrorisme. Il y a le bâton et la carotte. Bon, ensuite, ce que dit Le Drian est bien intéressant, mais ça n'a rien à voir avec la transition écologique. Tout le monde a compris que c'était une mesure destinée à assurer les fins de mois du gouvernement. Mais moi, je crois que ça ne se joue pas du tout comme ça. C'est que tout le quinquennat de Macron tient sur le fait qu'il va aller jusqu'au bout, que lui ne va pas reculer. C'était la promesse sur laquelle il s'était présenté devant les Français. Et s'il recule, c'est fini. Donc il y a un bricolage rhétorique pour essayer de faire passer ça, mais ils ne reculeront jamais. Les gilets jaunes peuvent rester 3 semaines, 1 mois. Macron joue son quinquennat là-dessus et il ne reculera pas. Et il a demandé à tous les ministres de jouer chacun sa partition. C'est la bonne grille de lecture, Alexis. Je crois que Macron, aujourd'hui, se dit ça. C'est qu'il a été élu sur la promesse de ne jamais reculer. Je ne crois pas qu'à l'époque, c'est sur cette promesse-là qu'il est élu. Il est une promesse de renouvellement, d'empathie, de bienveillance, de côté de jeunesse, de coolitude. Il n'a pas été élu. Je ne dis pas que c'est un bon principe de reculer en politique, c'est un autre sujet. Mais je ne crois pas qu'il ait été élu là-dessus. Et effectivement, moi, je pense qu'au départ, il aurait dû reculer. Mais pas reculer sur une réforme. Une augmentation d'impôts, ce n'est pas une réforme. C'est pas la même chose. Quand on dit aux gens, non, les impôts, les augmentera plus tard, plus lentement. Et bon, il n'a pas fait ce choix-là pour les raisons que vous dites, parce que maintenant, il s'est persuadé. Et je pense que Édouard Philippe compte beaucoup là-dedans, parce que j'ai l'impression que dans le tandem le plus ferme sur ces questions-là, comme sur les 80 km/h, c'est Édouard Philippe. Et donc, il s'est dit, ne pas reculer. Donc, dès lor qu'il s'est interdit la solution qui avait des inconvénients, qui était de reculer, mais sur une augmentation d'impôts, de dire, bon, on l'annule. Il n'y a plus qu'à faire quoi? Ce qu'il fait, c'est des demi-concessions qui ne marchent pas, puis de la gentillesse, on vous écoute, mais on ne vous donne rien, ça ne marche pas. Et maintenant, c'est inadmissible, en faisant le pari, pas impossible, que ça pourrisse et que ça parte en quenouille. Ça veut dire quand même que ça laissera des traces. Plutôt cette direction, d'ailleurs. Attendez, ça s'affaiblit quand même. Samedi, c'est un peu tôt, c'est compliqué. Ah oui, ça peut repartir samedi. Et il y a un signe inquiétant, et dont vraiment il ne faut pas se réjouir, c'est que la CGT est en train de se mettre dans la danse, là. La CGT appelle à une manif dans 15 jours contre les impôts. Trop tôt pour crier victoire, Emmanuel Rivière? Oui, pour le gouvernement? Pour créer victoire, je pense qu'on est complètement à côté du sujet, même, pour vous dire le fond de ma pensée. C'est-à-dire qu'on utilise les agrumes, enfin pas nous, là, je parlais du gouvernement, qui réagit comme si c'était un mouvement normal. Ce n'est pas du tout un mouvement normal. La première raison, c'est que je pense que ce mouvement existe maintenant pour lui-même. Que ces gens qui manifestent avec des gilets jaunes trouvent ça très jouissif de faire quelque chose ensemble et de perturber un système contre lequel ils sont en train de s'insurger. Et qu'à la limite, ils n'en ont à peu près rien à faire de ce que le Premier ministre a pu annoncer mardi ou de ce que le Président de la République a pu concéder comme déclaration aujourd'hui. Le mouvement, il existe pour dire on est là, on existe, on ne veut plus se sentir méprisé, on ne veut plus subir. C'est une manière de reprendre la main sur les choses, qui est très profondément ancrée, qui ne date pas d'Emmanuel Macron d'ailleurs. Cette espèce de revanche de classe qui se considère comme dépossédée de quelque chose. Ce qui pose un vrai problème démocratique, parce que ça veut dire que l'élection de l'année dernière n'a pas soldé ce besoin de s'exprimer. Puis l'autre aspect, c'est qu'il y a encore énormément de condescendance. On ne peut pas dire c'est de la souffrance, j'ai même entendu le mot victime, etc. Ces gens-là sont en train de nous dire, quand on les écoute, on est les égaux de ceux qui prétendent appartenir aux élites, mais qui font en fait n'importe quoi parce qu'ils ne connaissent pas nos réalités. Donc il n'y a pas du tout envie qu'on leur dise on va tenir bon, on vous écoute vraiment, mais on va tenir bon. Ils auraient envie que symboliquement on les mette autour de la table pour les faire participer à la décision. Après, c'est compliqué parce que leurs revendications vont effectivement un peu dans tous les sens. Donc peut-être que la cible du gouvernement, ça peut être ces Français qui, au départ, soutenaient les Gilets jaunes, qui se disent « Ouh là là, il y a des débordements, etc. » Mais les Gilets jaunes eux-mêmes, je ne pense pas que c'est comme ça qu'on les fera scier. D'accord ou pas d'accord? Ça peut aussi ressurgir à n'importe quel moment, et comme le dit Emmanuel Rivière... Oui, je pense que maintenant, c'est plus partagé.
Alors, j'ai été regarder chez mon philosophe de droite pour le point de départ du mouvement. Pour le point de départ du mouvement, n'est-ce pas ? 2 milliards d'impôts, je n'appelle plus ça du budget, j'appelle ça de l'attaque à main armée. Bon, ça, c'est un peu l'esprit général qui a dit. On est au comptoir, là. Mais en revanche, permettez-moi d'apporter à la politologie un petit grain de gaieté. En revanche, pour le début de retournement possible, à travers les innombrables vicissitudes de la France, le pourcentage des emmerdeurs est le seul qui n'ait jamais baissé. Et je pense que, plus sérieusement, quoique, je pense que c'est sérieux, ces adages. Ça ne peut pas marcher et ça ne peut pas tenir vraiment un mouvement totalement déstructuré et qui refuse de se structurer. Parce que le point commun, c'est qu'il le refuse. Tous les porte-paroles locaux qu'on a entendus, enfin moi j'en ai entendu quelques-uns, du Vaucluse, du Val d'Oise, etc., disent mais il est hors de question qu'on ait un porte-parole national, il est hors de question qu'on se structure, et du coup, mais si, c'est une espèce... Du coup, ça peut faire quoi ? Ça peut faire une espèce de nuit debout qui s'effiloche au fil. Oui, mais c'est la nuit debout des antibobos. Mais si c'est ça, la nuit debout des antibobos ou des vidéos automobilistes, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Il suffit d'attendre patiemment. Mais là, c'est une bonne nouvelle pour le gouvernement, la manifestation de la CGT. Parce que si c'est repris par les corps intermédiaires, ça va. C'est beaucoup plus gérable. C'est beaucoup plus gérable. Il y a une récupération maintenant de plus en plus active de certains partis politiques. Ça aussi, c'est tout bon pour le gouvernement qui va dire, regardez, en fait, c'est manipulé par l'opposition qui a perdu dans les urnes, qui essaye d'organiser un troisième tour dans la rue. Je trouve globalement un mouvement comme ça, si ça devait durer, vraiment submerger le pays, on aurait vu quand même beaucoup plus de monde. Il me semble qu'on serait parti de beaucoup plus haut. Maintenant, le Odoxa annonçait la veille, dans un sondage, même Figaro, je pense. Non. Sauvé. Annonçait que 75% soutenaient, d'accord, mais que 15% étaient totalement sûrs d'y participer. Ce qui fait 7 500 000 personnes qui, le vendredi, disaient, jeudi et vendredi, on dit nous sommes totalement sûrs d'y participer. Les 7 500 000 sont devenus, selon Dupont-Aignan, 500 000 à 1 million, apprécier la précision des études de Dupont-Aignan, n'est-ce pas ? Entre 500 000 et 1 million, et sur quelle base, on ne sait pas. Et en vérité, sur les chiffres... Autour de 280, 300 000. 300 000. 300 000. Attendez, voilà. faut pas... C'est pas 7 millions et demi. Non, mais... c'est pas le peuple. Non, c'est pas mais le peuple. Aucun mouvement social ne commence par un raz-de-marée. La question que vous posiez la première, c'est est-ce qu'ils peuvent, à partir de là, construire quelque chose ? Et là, c'est vrai, c'est très compliqué. Aucun mouvement social n'a été l'objet de l'incroyable mobilisation médiatique de la semaine qui a précédé. Alors, vous n'avez pas suivi Alexis les chaînes infos, sauf quand vous passiez en replay pour vous regarder. Écoutez, c'est pas possible. Ça n'arrêtait pas. Regardez, tous les jours, on vous disait... Mais c'est chaque fois comme ça. Et après, c'est chaque fois comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça pour la manif pour tous. Mais c'est pas vrai. Et c'est comme ça pour la loi El Khomri. Mais on vous dit pas... La loi El Khomri, les chaînes infos vous disaient pas, dès 6h du matin, nous serons en spécial pour vous dire où en est la mobilisation. Bien sûr qu'on a fait la manif pour tous, il y en a eu toutes les journées. L'avènement des chaînes infos, et vous le savez par cœur, fait qu'aujourd'hui, le moindre événement dure une journée, 2 journées, 3 journées. Parce que c'était un truc exceptionnel. Parce qu'ils ont trouvé ce coup de génie de gilet jaune. Parce qu'il y a un ras-le-bol général dans le pays. Parce que Macron est impopulaire. Pour toutes les raisons que vous voulez, ils en ont fait un feuilleton, et c'est un événement qui a été extraordinairement soutenu par BFM. Non, je pense que c'est trop... Oui, mais ça elle a expliqué ce truc-là. Finit par arriver quand on il ne faut pas chercher à expliquer ça par le phénomène BFM. Qu'un mouvement qui ne part de rien, comme vous le disiez très justement, où il n'y a pas de structure derrière, où il n'y a pas d'association, où il n'y a pas de chef, parte et commence à 300 000, c'est du jamais vu. C'est extraordinairement important. C'est un point de savoir si ça va encore grossir. Mais non, c'est le CID à l'envers. Non, on ne commence pas par gros, par aller vers petit. Tout mouvement social, alors vous citiez vos leaders de droite, mais vos intellectuels, Audiard, tout le monde sait qu'un mouvement social, ça s'organise, ça se bâtit, ça se séquence, depuis Léon Trotsky, tout le monde sait ça. C'est le contraire. C'est le contraire. C'est le contraire, c'est bien ce que j'ai dit. Brézé se référait à Trotsky et moi à Audiard, il perd son latin. Voilà, c'est bien ce que je dis. Donc là, ça part du contraire, ça veut dire que c'est un départ très fort.
Rien ne prouve que ça va arriver à construire derrière. Mais dire que c'est faible, non, c'est pas faible. L'analyse aurait été complètement différente si en effet il y avait eu 7 millions de personnes. Là, il n'y a même plus d'analyse à faire, c'est le raz-de-marée, c'est la révolution. 300 000, je pense qu'ils font bonne figure, ils sont déçus. Non, je pense qu'ils sont déçus par rapport au battage qu'il y a eu, par rapport aux annonces. Il n'y a pas de leader, il y a quand même quelques leaders. Jacqueline Moreau disait, vous allez voir, ça va être quelque chose d'incroyable, on va être 7 millions, 8 millions peut-être. Les débuts ne sont pas 300 000 du tout. 300 000, c'est une grosse manif intersyndicale. Dans mon métier, c'est beaucoup, un peu les chiffres, en fait, on arrive à faire parler les chiffres que si on a des éléments de comparaison. Et là, il nous manque quand même cruellement ces éléments de comparaison. C'est assez compliqué. Pour dire que vous ne pouvez pas parler, c'est assez original. Mais je fais l'hypothèse. Non, ce n'est pas si original que ça. Si on est bien attentif, ça arrive même assez souvent. Je fais l'hypothèse, là encore, en me plaçant sous l'autorité du spécialiste qu'Alexis, que si les chaînes info en ont parlé, c'est qu'elles ont constaté que l'audience était là, que les gens adhéraient, que ça les intéressait, qu'il y avait une curiosité, qu'il y avait une envie, qu'il y avait quelque chose. Donc les chaînes ne créent pas d'elles-mêmes purement et simplement un mouvement. C'est parce qu'il y a quelque chose. Est en dessous de ce qu'on a vu annoncer. Après, la sympathie est là, le toujours soutien le blocage. est là. Je crois qu'on se fait une fausse idée. Quand on demande aux gens est-ce que vous participerez, pour un certain nombre de gens, ça veut dire est-ce que vous mettrez votre gilet jaune sur votre plage avant. Ceux-là, c'est beaucoup plus que 300 000. Donc c'est un mouvement flou, sans organisation. Non, moi non. Je vous dis pas ça. Mais vous raisonnez comme si c'était. Vous raisonnez sur un truc inorganisé, spontané, etc., comme si c'était un truc militaire lancé par un syndicat. Non, pour un truc spontané, c'est colossal. Donc les sondages ne voulaient rien dire alors. Bon, les sondages, un sondage qui veut dire que 80% des gens le soutiennent, vous en connaissez beaucoup des mouvements. Un sondage qui dit qu'il y a 8 millions qui les sondages sur la participation ne veut rien dire, parce que que participer, ça veut dire aussi faire lever le pouce en passant devant eux, puisque c'est un mouvement de protestation beaucoup plus global. Dormir tranquille. Mais bien sûr, les personnes. Attendez, c'est oui pas la ou révolution. non, possibilité de ressurgir à tout moment, parce que c'était la question qui nous occupait aussi. Non, mais je crois qu'il y a trop d'éléments contraires. Il y a le fait qu'en effet, les revendications sont complètement éparpillées, parce qu'on entend, on veut simplement la suppression de la taxe, et puis on veut que Macron s'en aille, ou alors on veut que Macron reste, mais on veut que le gouvernement s'en aille. Et ça part. Voilà, dissolution. Donc ça devient un peu, et franchement, autant le gilet jaune, en effet, c'était un coup de génie, autant ils n'ont pas trouvé la revendication. Si c'était tenu à, écoutez, on est 7 millions et on va rester là jusqu'à ce que vous supprimiez la taxe, oui, mais là, bon, et le noyau dur va rester, mais les gens qui sont de bonne volonté, qui adhèrent, se disent, ça commence à devenir un peu n'importe quoi. Moi, je pense que ça va s'effilocher et que ça va être repris en compte par les corps intermédiaires. Mais voilà, moins par la stratégie du gouvernement que parce qu'il faut aller à la main faire les courses de Noël. Ah, mais absolument. Je trouve qu'il ne joue pas très bien, le gouvernement, dans cette affaire. La stratégie, effectivement, n'est pas de fixer Noël au 25 décembre. Alors, sur cette question, W nous dit le mouvement ne fait que débuter, c'est son opinion, et de braves gens, ça doit être le surnom de notre internaute, de braves gens, se permettent quand même de porter atteinte à la liberté du mouvement des 99% de Français sans gilet. C'est effectivement une dimension oui, mais là, le problème, qu'on souligne, c'est le côté, c'est de bloquer des gens qui eux-mêmes. Oui, mais là, il se passe quelque chose d'assez étonnant, et en effet, on l'a vu sur BFM et ailleurs, c'est que comme personne ne veut risquer maintenant l'étiquette infamante d'être contre le peuple, on n'ose pas dire maintenant, parce qu'on ne veut pas être taxé de populisme à l'envers en disant, excusez-moi, mais enfin, ça a bloqué qui ? Monsieur Macron, il s'est baladé en Allemagne, ça n'a pas l'air de l'avoir bloqué, et ensuite en Belgique, ça a bloqué plutôt d'autres Français qui ne sont pas tellement mieux lotis que les Gilets jaunes. Soutiennent plutôt le truc, mais sauf que ça les emmerde d'être bloqués. D'accord, une fois, peut-être pas 10 fois. Oui, non, c'est quand même incroyable de penser qu'un mouvement d'automobilistes, les incidents ont été des incidents entre automobilistes. C'est quand même quelque chose de fou là-dedans. Ils sont bloqués, ils ne sont pas contents. Mais les mêmes dans les sondages disent qu'ils soutiennent le mouvement. Sauf que quand ils sont derrière un barrage, ils disent maintenant je veux passer et j'ai mes courses à faire, les enfants les chercher. Eh bien messieurs, c'est la France. Vive la France. Il ne faut pas amalgamer tout ça en faisant une espèce de mouvement populaire. Moi je n'ai pas du tout fait ça. Je dis juste qu'il ne faut pas dire que ça a été créé par BFM et que c'est rien du tout. Et je pense que même les internautes du Figaro ne demandent pas la dissolution de l'Assemblée nationale. Non, mais ce que dit Emmanuel Rivière me paraît très juste, ça va bien au-delà, et c'est un malaise qui laissera des traces bien au-delà de la simple question de la taxation du gazole et de l'essence. C'est une espèce de revendication identitaire, culturelle, sociétale, globale,
qu'on peut relier à l'affaire de Ghosn et même pas de la France d'en haut, du monde d'en haut. Parce que c'est pas la France d'en haut, c'est les pays d'en bas contre le monde d'en haut qui va de capitale en capitale et d'avion en avion. Donc ça laissera des traces. Et le gouvernement... Et d'en bas, mais pas tout en bas. Et voilà, Et pas tout en bas, j'aimerais bien avoir voilà. le point de vue d'Emmanuel Rivière, que vous avez sans doute regardé, voir les participants. C'est quelle France ? Mais c'est la France des classes moyennes inférieures, c'est la France qui effectivement, en fait, comment elle se mobilise au départ ? C'est effectivement sur la question de la fiscalité du carburant, mais c'est avant tout sur ce que ça veut dire pour eux. Quel est le premier mot que les gens associent quand on leur parle de l'automobile et de l'univers de l'automobile ? Liberté. C'est une entrave à leur liberté qu'ils ressentent d'avoir besoin de compter et donc de moins circuler. Parce qu'en fait, l'alternative, ils estiment ne pas en disposer. Ils sont mis sous tension, ces gens, parce que par ailleurs, ils ne sont pas complètement indifférents en question environnementale, quoi qu'on raconte. Mais simplement mis sous tension et sommés de faire quelque chose, alors qu'en fait, quand on fait des gestes environnementaux, on veut pouvoir en être fier. Donc pour faire de quelque chose, il faut l'avoir choisi. Mis sous tension, ils disent vous ne nous offrez pas les solutions, donc tout ce que vous voulez faire, c'est nous taxer, et en fait, c'est pour boucler vos fins de mois que vous faites ça. Mais par ailleurs, je pense moi j'ai été frappé à plusieurs reprises de voir les gens vraiment interrogés dans les micro-trottoirs sur ce que disaient Philippe, Emmanuel Macron, et répondant à la question « Et qu'est-ce que vous allez faire ?» Ah ben on va continuer, et là c'est de la joie qu'on voit. Ces gens qui chantent la Marseillaise sont mobilisants. Il y a quelque chose d'absolument incroyable qui est complètement lié à un phénomène qu'on mesure par ailleurs dans une étude qu'on va bientôt rendre publique sur les valeurs des Français, qui est un mélange de besoin de collectif et de besoin d'en découdre. Et les Gilets jaunes sont à l'intersection de ça. Là, vous éliminez un peu le côté plus triste de l'affaire, plus prosaïque, c'est qu'en effet, l'augmentation des taxes correspond à une surcharge de plusieurs dizaines d'euros strictement pour des gens qui ne peuvent pas et pour lesquels il y a très les peu de dépenser. C'est pas seulement la possibilités joie, c'est que simplement on taxe des gens pour aller travailler au fond. Il y a des régions de France où vous ne pouvez pas vous passer de la voiture. En plus, on les culpabilise et ça décuple sûr. l'exaspération contre les gens Bien d'en haut. sûr. Parce que non seulement ils nous piquent notre pognon, mais en plus ils nous disent qu'on est des salopards d'utiliser notre voiture alors que... Et donc ça... Non, mais il y a une forme de revanche. Donc c'est des frustrations et qu'effectivement l'agression présidentielle n'a pas purgé et sur lequel elle a sans doute mis un édredon parce qu'on a vu ce score très important de Macron au second tour, mais cette France-là ne se retrouve pas dans le résultat de l'élection présidentielle. Et finalement, Il n'a pas voté souvent. Il n'a pas voté. on se demande s'il n'a pas manqué un vrai second tour. Je ne suis pas du tout en train de rendre moins légitime l'élection d'Emmanuel Macron, qu'il est totalement. Je ne confonds pas encore les sondages et les élections. Mais quelque part, il n'y a pas eu cette dramatisation du débat de second tour qui fait qu'on se dit vaut mieux Macron que celui qui a vraiment, à un moment, me représente, ou celle qui aurait vraiment me représenté un danger. En fait, je pense que pour ces gens-là, Marine Le Pen n'a pas vraiment représenté un danger, soit parce qu'ils ont voté pour elle, soit parce qu'ils n'ont jamais cru qu'elle pouvait être élue. On verra samedi ce qu'il en est pour la suite immédiate. Je rappelle juste le résultat de notre question du jour qui était en ligne depuis déjà plus de 24 heures et qui a fait plus de 100 000 votes. C'était assez partagé et c'est toujours comme résultat. Les Gilets jaunes doivent-ils poursuivre leur mobilisation ? C'était 52%, enfin c'est 52% de oui. C'est intéressant parce que c'est très très rare que vos internautes soient partagés moitié-moitié comme ça. Oui, ça montre effectivement le question assez... Entre l'idéologie et la sociologie. Voilà, c'est le mot de la fin pour ce thème. Lui-même est écartelé. Alors le thème suivant, il n'est pas sans lien avec les Gilets jaunes, c'est celui des maires. Les maires sont souvent les premiers à recueillir les doléances des Français. Alors on le sait, Emmanuel Macron n'ira pas à leur congrès, mais entre le président de la République et les représentants des communes, les relations sont effectivement toujours tendues. Les raisons du mécontentement, elles sont nombreuses. La suppression de la taxe d'habitation arrive en tête. Avant d'en parler, on écoute François Baroin, président des maires de France. Il dit ne pas vouloir d'une caporalisation. Une commune, c'est pas une succursale de l'État, encore moins une filiale. Les maires, c'est des élus, ils sont mandatés, c'est pas des fonctionnaires. Ils sont pas là pour avoir le petit doigt sur la couture et agir sur ordre. On est des agents de l'État dans certaines missions et on est élus, mandatés par les électeurs. Emmanuel Rivière, quand Emmanuel Macron reconnaissait la semaine dernière qu'il n'avait pas réussi à réconcilier les Français avec la politique et ne pas se rendre devant les maires de France, habile, maladroit. Pas très habile là encore, parce que voilà, c'est ce qui s'est un peu cranté aussi parmi les différents reproches faits à cet exécutif, celui d'avoir perdu le contact avec les réalités et notamment avec
les territoires. Ce sentiment, d'ailleurs les Français qui ont été interrogés là-dessus, je crois par mes confrères de l'IFOP, sont exprimés très clairement dans le sentiment que la politique qui était effectuée était une politique qui négligeait les communes rurales, les petites communes, ce qui est maintenant devenu une clé de lecture. Alors, les maires pouvaient jouer un rôle d'intermédiaire par rapport à ça. Ce qui est ressenti par beaucoup d'élus locaux, par ailleurs, c'est que par rapport à ses prédécesseurs, Emmanuel Macron leur donne le sentiment d'être moins à l'écoute de ce qu'ils ont à retransmettre, de ce qu'ils ont à exprimer, plus à l'écoute voilà, peut-être aux fonctionnaires sachants. Et là aussi, il y a un petit sentiment de déséquilibre, il y a une jambe qui est moins complète. Et puis, par ailleurs, sur cette thématique de la taxe d'habitation, c'était un peu curieux comme choix. Parce que finalement, la lecture qui est faite de ce qui est devenu la taxe d'habitation, c'est que c'est le choix du gouvernement, puisque c'est le gouvernement qui en parle. Arriver à un résultat où plein de Français ont le sentiment que finalement la taxe d'habitation a augmenté, qu'ils se sont fait avoir, tout en ayant au passage quelque chose mal contrôlé sans doute sur le balance ton maire, je pense qu'il a été modérément apprécié par cette assemblée des maires. Vous m'en donnez l'occasion, on va d'ailleurs passer un autre extrait de François Baroin qui fait allusion à cette histoire de balance ton maire et qui a peu apprécié. Ministre qui est en charge du budget et qui utilise l'administration fiscale pour publier une liste de gens qui augmentent la taxe d'habitation ne respecte pas en quelque sorte l'esprit et la lettre de la Constitution, puisque la libre administration des collectivités locales est garantie par notre loi fondamentale. Un maire qui augmente ses impôts ne le fait pas pour faire plaisir à un gouvernement ou faire déplaisir à un gouvernement. Un maire, en général, il les augmente parce qu'il a des projets, parce qu'il a des devoirs, parce qu'il y a une structure qui est lourde, peut-être parce qu'il y a une dette qui est structurée avant lui. C'est pour cela. Olivier Duhamel. Alors, il n'y a pas d'adage précis sur les maires, mais il y en a un dont on peut s'inspirer. Puisqu'il disait, ce philosophe à l'art, quand les types de 130 kilos disent certaines choses... Voilà, quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Moi, je traduis. Quand les types qui voient 130 électeurs tous les 2 jours disent quelque chose, les types qui n'en voient que 60 tous les 2 mois devraient les écouter. Si. C'est ça le fond de l'affaire. Non, mais c'est très riche, ce philosophe, absolument. Et après, il ne faut pas seulement les écouter, il faut aussi donner le sentiment de les écouter. C'est toujours la même histoire. Et parfois, il peut dire qui sait qu'il a passé un temps infini avec les élus des différentes régions qui traversaient dans sa balade mémorielle. Il fait sa mauvaise tête, là, pourquoi il n'y va pas, finalement? Oui, il a la pétoche. Ah non, parce qu'il... Alors, attendez. Là, vous êtes son conseiller, et il vous dit... Est-ce qu'il faut que j'y aille ou pas? Je pense que 2 conseillers sur 3 disent ça va se faire siffler du feu de Dieu, ça va faire tous les 20 heures, c'est peut-être plus prudent de pas y aller. Le problème, c'est qu'il avait pris l'engagement l'année dernière. Je me souviens, autour de cette table, on en avait parlé. Il ne va jamais faire des engagements. Mais il faut jamais. Il n'est pas le premier à se défiler. Moi, je me souviens de l'époque où Sarkozy avait pas la même chose. Il avait envoyé Fillon. Et Fillon, à la Sûreté Générale, avait retourné la salle. Alors, est-ce que Édouard Philippe retournera la salle? Parce qu'il va parler, j'en suis pas sûr, on verra bien. Ça m'a pas très bien parti. Mais je me souviens très bien de cet épisode. Ça veut dire que malgré tout, les bagarres entre l'État et les collectivités locales, et l'État qui, quand il y a des économies budgétaires à faire, a toujours tendance à dire c'est les collectivités qui dépensent trop, elles datent pas d'hier. C'est vrai que le symbole, là, alors qu'on reproche à Macron de ne pas être au contact avec la réalité du terrain. En gros, c'est ces technocrates qui nous gouvernent. Le fait de... Les gilets jaunes, un jour... Et puis ensuite, même les maires, on n'y va pas, alors que les maires, quand même, c'est des élus. Ça fait mauvais effet. Je peux comprendre en termes d'image qu'ils ne veuillent pas, mais peut-être qu'il aurait dû y aller, essayer de les retourner. C'est catastrophique. Il s'y était engagé. Bon, mais déjà, oui, non, mais c'est pas bien. Deuxièmement, il y avait l'occasion de faire preuve de panache. C'est pas mal, faire preuve de panache. Troisièmement, il y avait une occasion incroyable. Il s'adresse aux gens qui représentent les Gilets jaunes, en fait. C'est la France rurale ou la France périphérique, comme dirait Guy Louis. Il y avait l'occasion en or de leur dire, écoutez, il y a la taxe d'habitation, il y a l'augmentation des taxes. Mais tout ça fait partie d'un plan global et je vais vous expliquer que c'est bon pour vous parce que, en effet, vous allez dépenser de l'argent, mais nous, en contrepartie, nous allons faire ceci ou cela pour, je ne sais pas, je dis les petites limites. C'est même étonnant qu'il n'ait pas tenté le coup. Ouais. Moi, je pense que ceci est le signal d'une perte de confiance en soi. Je pense qu'il y a quelques mois, pensant être le meilleur de tous, il y serait allé et peut-être que ça aurait marché. Et là, je pense qu'après l'épisode notamment d'itinérance machin, où il devait aller au contact, il s'est fait engueuler, je pense qu'il y a... Mais non, mais moi, Alexis, je crois que c'est pas ça. Moi, je crois simplement qu'il a loupé l'occasion de présenter un plan global parce qu'il n'y a pas de plan global.
que ce gouvernement godille et se dit tiens, il manque un peu d'argent là, je vais le prendre là, tiens, il en manque un peu là, et qu'il n'y a pas de plan global, il n'y a pas de plan du tout. Quand il a dit j'ai échoué. Non, mais quand il a dit j'ai échoué à réconcilier les Français avec avec la politique. Moi j'ai trouvé quand même qu'il y avait du désarroi dans son regard. Et je pense que le fait de ne pas y aller. Enfin, je suis absolument. C'est de la psychologie, vous allez me dire à trois balles, mais je suis sûr qu'il y a 6 mois, il aurait dit je vais leur montrer, je vais les retourner. Côté un peu bravache, il en est maintenant. Enfin, bravache, il faut avoir quelque chose à dire. Moi, je pense qu'il n'a rien à leur dire. On sait qu'il aurait dû y aller, même à subir des huées qui auraient fait les 20 heures. Oui, je pense à tout prendre. Aussi. Moi, je pense que ça aurait pu retourner une partie de l'opinion, mais je crois fondamentalement. La salle peut-être. Non, mais je crois que. Non, mais ça aurait pu s'arranger un peu. Mais je crois que fondamentalement, Macron et ceux qui ont voté pour lui ont fait le pari qu'il y aura désormais une France à 2 vitesses et qu'on gouverne uniquement pour la France d'en haut. Mais moi, je crois que c'est ça. Et qu'il n'a pas de plan B. Il ne reste plus personne dans la France d'en haut, il ne reste plus que Carlos Ghosn. Il n'a rien à leur dire. Il n'a rien à leur dire. Qu'est-ce que les Français disent quand François Baroin, dans le Figaro d'ailleurs, disait qu'il faut une nouvelle phase de décentralisation. Est-ce que finalement on ne se dit pas aussi, ça fait 30 ans que ça dure et ça n'a pas produit des effets quand même formidables sur tous les plans, la décentralisation, est-ce qu'il faut aller encore au-delà ? Les Français sont toujours pour la décentralisation quand on leur pose la question et ils en parlent spontanément à peu près jamais. Donc je pense que c'est pas trop le sujet, mais par contre il y a un sujet, enfin si on suit, et je serais très tenté de la suivre, la logique de ce qui a été dit juste avant, un des points clés de ce quinquennat, c'est la confiance. Enfin, en gros, à qui il s'adresse, Emmanuel Macron ? Il s'adresse à ceux qui sont censés faire redémarrer l'économie de ce pays, d'une part, et à ses homologues européens, et c'est pour ça qu'il a voulu être crédible sur les questions budgétaires. Et pour que ça marche, il faut que ça redémarre, il faut que la confiance revienne dans ce pays. Et on est en train de dire là, et on est en train de montrer d'ailleurs, que ce gouvernement n'a pas tellement confiance dans les Français. Vraiment, c'est décidément ces gens qui ne comprennent pas grand-chose. Il faut leur expliquer. Il n'y a pas vraiment confiance dans les maires qui sont leurs représentants parce que ça risque de mal se passer. Et si on ajoute à ça l'hypothèse selon laquelle ils n'auraient plus tellement confiance en eux-mêmes, ça serait compliqué parce que pour obtenir la confiance, il faut avoir confiance en soi, 2, faire confiance aux autres parce que la confiance c'est quelque chose d'un peu réciproque. Olivier Duhamel, manque de confiance du gouvernement ? En gros, il perd les pédales pour... Je suis pas d'accord avec Nolo de dire que... Ils ont décidé de s'occuper que de la France en haut et de laisser. D'abord, France, si c'est ça, alors là, pour le coup, c'est Alexis qui a raison. On peut pas être cordé, c'est une expression qu'il n'aurait jamais dû utiliser. Mais c'est pas dans l'idée, et je coupe la corde et les autres tombent. C'était dans l'idée fausse. Les premiers cordés vont permettre à tout le monde de monter. Cette idée ne peut pas être perçue comme vraie par les Français, mais elle ne veut pas dire la traduction qui s'impose si on vous suit. Je coupe la corde parce qu'en dessous, je m'en fous. Je les traîne. Je m'en fous. Non, ils peuvent gueuler, je continue à les traîner, parce qu'on ira au sommet. Il y a un peu l'idée, je vais faire leur bonheur malgré eux. Mais regardez comme nous sommes dans une phase, de toute façon, où tout est totalement, quoi qu'ils disent et quoi qu'ils fassent, inaudible, parce que c'est une phase trop difficile. Marie-Amélie a cité tout à l'heure Baroin qui disait qu'il faut une nouvelle étape de la décentralisation. Vous avez un projet de révision constitutionnelle en cours, sur lequel il y a une nouvelle étape de la décentralisation, sur lequel il y a autorisé des régions à faire des différenciations par rapport à des normes nationales, ce qui ferait crever le moindre Jacobin s'il était déjà mort, le ferait retourner 6 fois dans sa tombe. Et personne ne le sait, et c'est la même droite, peut-être pas Baroin lui-même et tout, mais qui est en train d'essayer de bloquer et d'empêcher la révision, que celle dont une des porte-paroles les plus brillants dit il faut une nouvelle étape. Donc c'est quoi qu'ils disent, on ne les entendra pas. Ce qui fait que leur principale erreur, je pense, aujourd'hui, mais comme Nolo et Brézé, je ne suis pas conseiller à l'Élysée, si on y était tous les trois, ce serait et si on y était tous les trois, ce serait joyeux, jamais de la vie et pour rien au monde. Mais ça changerait. Oui, non, mais c'est justement pour ça que jamais de la vie. Ah, mais vous étiez sympa, vous venez... On serait trop recommandé à Emmanuel Macron de vous écouter. Je m'incluais. Si vous parlez de vous-même, c'est plausible. Alors non, du coup, vous allez me faire perdre votre point, Olivier. Non, justement, c'était plus du tout... Alors, je vous laisse réfléchir. Inaudible. Et dans ces cas, qu'est-ce qu'on fait quand on est inaudible ? Au moins, on ne parle pas tout le temps. Et l'erreur, c'est de parler tout le temps. Selon vous, Emmanuel Macron aurait-il dû se rendre au Congrès des maires de France ? Oui. 63. 7%. Ouais, vous êtes en deçà. 79% de oui. Avec Nicole qui dit Emmanuel Macron donne l'impression de se dégonfler devant une assemblée de maires en colère.
Dominique qui ajoute refuser de s'y rendre pour convoquer les maires par la suite. Il fait sans doute allusion au fait qu'ils sont conviés à l'Élysée pour une délégation d'entre eux. C'est non seulement un manque de respect, mais aussi un semblant de crise d'autorité. On termine avec... je ne voulais pas vous faire mentir, Olivier, en disant qu'à chaque point de vue, on abordait l'islam d'une façon ou d'une autre. C'est pour ça qu'on a décidé de parler de la loi de 1905. Alors, est-ce un totem auquel il ne faut surtout pas toucher? Au contraire, est-il nécessaire de l'adapter pour permettre une meilleure intégration de l'islam en France? C'est en ces termes que le débat est posé. Le Figaro va y consacrer 3 pages demain, que vous aurez, j'espère, l'envie de lire. Depuis plusieurs jours, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, reçoit les représentants des cultes sur le sujet. Et donc ce jeudi, ce sera au tour des musulmans du CFCM. Alors on peut voir comment le ministre de l'Intérieur justifie cette réforme. Lui, il dit, comme on le voit s'afficher à l'écran, ça fait 113 ans que la loi existe, on y a peu touché, donc il est temps de la réformer. Sa collègue ministre des Territoires, Jacqueline Gourault, dit, elle, que c'est un sujet à manier avec la plus extrême prudence. On l'écoute. C'est un sujet extrêmement délicat et qu'il faut manier avec beaucoup de prudence. Monsieur Castaner a dit cette phrase, ça n'est pas tabou. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis simplement que c'est, dans notre pays, quelque chose de très sensible et de très fragile. Alexis, c'est s'atteler à une réforme nécessaire ou c'est ouvrir la boîte de Pandore? Moi, je suis gourodiste. Je pense que moins on y touche à cette loi, mieux on se porte. Je pense que ça... D'abord, on ne sait pas quel est son objectif. Est-ce que l'objectif, c'est de recontrôler l'islam? D'abord, ce n'est pas l'objectif affiché. Tous ceux qui ont essayé ont échoué, et Sarkozy le premier, et Dieu sait qu'il s'est dénu mal, et qu'il a essayé de nommer un islam à sa botte. Ça ne marche pas parce que c'est une religion où il n'y a pas de clergé, donc pas de représentants, et donc on met en scène les uns, il y en a d'autres qui se lèvent pas derrière, que c'est extraordinairement compliqué, qu'on a une règle du jeu aujourd'hui qui est la loi de 1905, que, comme le disait, qu'est-ce qu'il disait, c'est Castaner, elle existe depuis qu'on n'y a pas touché. En plus, c'est pas si vrai, parce qu'on y touche. On y a touché, je croai, 13 fois. S'il s'agit d'organiser la transparence financière, la loi le permet. Aujourd'hui, on peut très bien faire il y a du TRACFIN, on peut très bien savoir... on sait, par exemple, que la Russie a donné de l'argent à l'Église... il y a d'autres moyens de contrôler les financements. La formation des imams... qu'est-ce que ça veut dire qu'une formation... Alors, en fait, c'est le concordat, mais alors, il faut le dire, mais on ne veut pas le dire. Le seul endroit où on peut former des imams, c'est aujourd'hui à Strasbourg. Il y a une formation où on enseigne à peu près n'importe quoi à des gens aucun d'ailleurs n'est imam. Parce qu'aucun gars qui veut être imam ne va là-bas. Donc tout ça n'a pas de sens, parce qu'il faut laisser... Si les fidèles musulmans veulent se financer des lieux de culte, ils peuvent les financer. Il y a par ailleurs des tas de facilités d'établissements cultuels qui permettent de les financer. Et puis après, pour surveiller les prêches, il faut faire ce que fait aujourd'hui la DCRI. Ce n'est pas en formant les imams qu'on arrivera. Il faut juste envoyer de la police et regarder ce qu'ils disent, point. Fausse bonne idée, Éric Nolot? Déjà, je ne sais pas, Le Drian qui s'exprime sur les questions intérieures, Madame Gourault sur la loi de 1905, ça devient un peu cacophonique, là, notre gouvernement. Mais moi, quand des ministres disent rien, on dit c'est des godillots. Non, mais la cohésion des territoires, ça me paraît un sujet en ce moment assez sérieux et préoccupant. C'est aussi le ministre Modem, qui est une formation politique d'inspiration démocrate chrétienne, pour lesquels le point de vue de l'Église catholique compte, et l'Église est très réticente à ce qu'on modifie quoi que ce soit. Et les protestants aussi, et c'est une femme politique. On ne peut pas à la fois dire c'est Jupiter, il laisse personne dépasser, il laisse personne dire un mot, il reste dans leur truc. Oui, mais une remarque, ce n'est pas le cœur du sujet. Ce n'est pas le cœur du sujet. Bon, alors, si vous retirez votre remarque inappropriée... Je la remarque, monsieur le conseiller élyséen. Moi, d'après ce qu'on sait, évidemment que c'est manié avec précaution, surtout que c'est associé à la question de l'islam. Donc ça fait quand même beaucoup de choses explosives. Mais d'après ce qu'on en sait, ça ne concernerait que le régime des cultes. Moi, il me semble qu'il y a un besoin de clarification avec l'islam. Ça ne me paraît pas aberrant de vouloir un peu plus de clarification, un peu plus de contrôle. Mais en effet, là, je suis d'accord avec vous, Alexis, c'est que le seul but, c'est de trouver une instance représentative des musulmans de France. Il n'y a pas d'autre enjeu. Alors, soit ça fait partie des enjeux de cette réforme, soit ça n'en fait pas partie. Si ça n'en fait pas partie, en effet, c'est beaucoup de bruit pour rien, il y a beaucoup de choses qu'on peut régler. Mais si ça permet de régler ce problème, je pense que c'est essentiel. On a besoin d'un apaisement des relations entre l'islam et la République. Et donc, alors l'apaisement, il passe par quoi? Apaisons la façon d'aborder ce débat. Regardez là, vous voyez ça? Toucher à la loi de 1905,
reviendrait à adouber les frères musulmans. Mais c'est aberrant de dire des choses comme ça. C'est totalement aberrant d'avoir la loi de 1905, faire un débat, est-ce qu'on doit toucher ou pas toucher? On y a touché, mais je ne sais pas combien de fois. Mais je ne sais pas combien de fois, et de toute manière. 17 fois, me dit-on. Et parfois sans le mettre dans la loi, mais dans le mettant ailleurs, dans le code des collectivités locales, etc. Donc mais pour des ajustements assez mineurs. Oui, mais là, il n'est pas question de mettre un terme. C'est pas non plus la personne ne dit on va supprimer la séparation entre l'Église et l'État. Donc c'est absurde ça. Si c'était quelque chose de l'objectif, c'est exactement l'inverse. C'est que parce que l'on constate une montée considérable des forces animées par l'étranger, utilisant le biais d'Internet, d'implantation idéologique de frères musulmans. Mais Alexis vous dit, il y a d'autres moyens. Il y a Tracfin, il y a l'antiterrorisme. Si on est d'accord que ça, c'est un sujet important et qu'il faut faire quelque chose contre cela, après, ça devient un débat technique. Est-ce que la bonne façon de faire, c'est ci ou ça? Et comme on ne sait même pas encore ce que propose, on monte au grand chevaux sur un toucher qui est absurde, puisque le but serait l'inverse. Pas un sujet à agiter avant les européennes, Emmanuel Rivière? Non, je crois que c'est pas un sujet sensible, européenne ou pas européenne. C'est même le sujet le plus éruptif en France aujourd'hui. C'est pour ça qu'effectivement, il faut aborder les choses autant que possible avec beaucoup de prudence, beaucoup de précautions et en évitant les éruptions calculatrices. Après, voilà, quand on regarde les enquêtes, c'est vrai qu'il y a un problème. On pose la question dans un baromètre qu'on fait pour la Fédération des PEP sur la société inclusive. On demande aux gens de décrire la société française et de dire ce qu'ils souhaitent. Leur description de la société française, c'est un tiers une société d'origine chrétienne, un tiers une société multiconfessionnelle et un tiers une société laïque. Description. Le souhait, société d'origine chrétienne, un tiers, société multiconfessionnelle, 12%, société laïque, 50%. Donc il y a une distance entre le constat et le souhait. Et donc il y a un besoin d'intervention publique sur le sujet, ce qui pose évidemment problème. Le troisième terme, c'est laïque? Parce qu'on peut être sur les deux premiers et laïque. Alors, la question était très très compliquée à construire. Oui. On a d'autres questions qui expliquent ce qu'on entend par laïque. Et d'ailleurs, par laïque, on entend... Sur le 1 et laïque, moi je suis sur 2 et laïque. Coexistence pacifique de toutes les religions, on entend liberté de culte et liberté de conscience, liberté de croire ou de ne pas croire. Mais derrière tout cela se cache une réalité, enfin se cache pas du tout d'ailleurs, une réalité qui est qu'une majorité de Français ont un problème avec une religion, l'islam, qui par ailleurs est la religion de référence d'un nombre croissant de Français. Donc il y a un besoin d'intervention. Et toute la question, c'est de savoir s'il faut soit toucher à la loi, soit d'expliquer pourquoi cette loi, c'est effectivement là qu'il faut puiser les réponses, parce que c'est celle qui fait consensus, celles qui font consensus dans ce pays, pour répondre ou clarifier ce problème d'une religion émergente qui est plus ou moins bien acceptée, mais assez mal acceptée par un certain nombre de gens. Juste un dernier point, Alexis, mais vraiment un dernier mot, et puis c'est le mot de la fin parce qu'on est au bout de l'émission. Vous vouliez ajouter quelque chose? Je formulerai l'alternative un tout petit peu différemment. C'est soit est-ce qu'il faut adapter les lois de la République à l'islam, à cette religion, qui pose des problèmes de perception et de pratique que vous avez dit, soit est-ce qu'il faut conformer, fût-ce de force, l'islam aux lois de la République. Je pense que pour le terme de l'alternative, l'immense majorité des Français n'en veulent pas. L'alternative, là. Si, bien sûr. Quand on dit qu'on va financer des mosquées et financer la formation des imams, c'est bien qu'on va adapter les lois de la République à l'islam. Donc c'est le premier terme d'alternative. Et donc je pense que l'immense majorité des Français n'en veulent pas, et moi non plus. Quant au deuxième terme de l'alternative, qui est est-ce qu'on va conformer de force l'islam aux lois de la République, on pourrait estimer en théorie que c'est souhaitable, mais il faut penser la violence qu'il a fallu vis-à-vis des catholiques, vis-à-vis des juifs. L'histoire du Grand Sanhédrin, c'est d'une violence qu'on a absolument inimaginable et qui aujourd'hui serait absolument inacceptable et inacceptée. Donc ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Donc l'un, les Français n'en veulent pas, l'autre ne marche pas. Donc moi je pense qu'il ne faut rien faire. Ne pas toucher à la loi, c'est l'avis des 3/4 de nos internautes, 75% très exactement, qui disent non, il ne faut pas y toucher. Anti-Max, cette loi fonctionne plutôt bien, il faut simplement dire à certains musulmans extrémistes qu'ils doivent la respecter. Citoyens, on touche à la loi de 1905, on touche à la laïcité pour favoriser une, entre guillemets, certaine religion. Olivier Duhamel, voyez, on en a parlé, on ne s'est même pas trop écharpé autour de cette table. Je ne vais pas vous poser comme question, Macron refuse absolument de toucher à la loi, a-t-il raison ou tort? Merci en tout cas beaucoup à tous les quatre, merci de nous avoir suivis et rendez-vous demain pour un nouveau point de vue.